Donc cette table ronde porte sur l'impact du numérique dans le champ des savoirs et l'objectif, c'est une table ronde transdisciplinaire qui réunit des linguistes et des chercheurs en sciences de l'éducation. Donc il s'agit de croiser les regards sur les différentes évolutions du numérique dans le champ de la connaissance et du savoir au niveau de la formation des formateurs et des formatrices, des traductrices et des traducteurs, des futures enseignantes et des futurs enseignants et plus largement sur les usagers d'ETIS. Alors je vais présenter les 4 intervenants. Donc Catherine Loisy, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes maîtresse de conférence à l'Institut français de l'éducation de l'École normale supérieure de Lyon. Vous êtes habilitée à diriger des recherches en sciences de l'éducation et vos travaux portent sur le développement professionnel des enseignants, notamment de l'enseignement supérieur à l'heure du numérique. Donc vous étudiez le développement professionnel des enseignants dans le contexte des transformations, des attentes, des politiques éducatives, accompagnement du projet personnel et professionnel, déploiement de l'approche par compétences. Vous étudiez également le contexte du déploiement du numérique, autrement dit comment les interactions soutenues par les dispositifs numériques contribuent au développement pédagogique des enseignants. Et vos recherches engagent conjointement des chercheurs et des enseignants. Bonjour Éric Bruyard. Éric Bruyard, vous êtes professeur en sciences de l'éducation au laboratoire EDA à l'université Paris-Descartes, encore Paris-Descartes. Vous travaillez depuis plus de 35 ans sur les questions de conception et d'utilisation des technologies et des ressources informatiques en éducation et formation. Vous avez coordonné différents projets de recherche, dont le projet de l'ANR REVEA, et surtout, vous êtes le concepteur et le coordinateur des MOOC IFAN, enseignés et formés avec le numérique, qui comporte 5 MOOC différents, dont 10 réalisations. Il y a le MOOC FSUP, enseigné et formé dans le supérieur, et le MOOC classe éloignée en réseau sur la plateforme France Université Numérique. Et vous avez été rédacteur en chef de la revue francophone de référence en éducation, intelligence artificielle et humanité, sciences et technologies de l'information et de la communication pour l'éducation et la formation, CITSEF, de 2003 à 2015. Et vous êtes actuellement président de l'Association internationale de recherche sur les manuels scolaires et les médias éducatifs. Alors, Alex Boulton, bonjour. Alors, vous êtes professeur en anglais et en didactique des langues à l'Université de Lorraine et vous dirigez le laboratoire Analyse et traitement informatique de la langue française, qui est donc une unité mixte de recherche, CNRS et Université de Lorraine. Vous êtes l'auteur de nombreuses publications dans les domaines suivants, donc en langue anglaise, en linguistique générale, en didactique, en linguistique de corpus, et vous faites partie de différents comités d'associations, l'AFLA, dont vous êtes vice-président, TALC et Eurocall, et vous participez également à la revue Recall en tant qu'éditeur, et également à ALSIC, et au Journal Language and Learning Technologies, pour n'en citer que quelques-unes. Alors, Nathalie Kubler. Nathalie Kubler, en dehors de vos activités de coordination du Pearl que vous avez créé en 2015, vous êtes professeur de linguistique anglaise et de traduction depuis 2005. Vous, depuis 15 ans, vous êtes spécialiste de linguistique de corpus et avez été l'une des premières à introduire la linguistique de corpus dans une formation de traduction spécialisée en 1999. Vos recherches portent sur les langues de spécialité en anglais et en français et leur acquisition lorsqu'elle est basée sur corpus, sur la traductologie spécialisée ainsi que sur la phraséologie. Vous avez dirigé un projet européen de 10 partenaires portant sur la création et l'analyse d'un corpus d'apprenants de la traduction spécialisée et sur la création de formations à distance pour les traducteurs. Et vous êtes directrice du Centre de linguistique interlangue, de lexicologie, de linguistique anglaise et de corpus, atelier de recherche sur la parole, plus connu sous son acronyme CRILAC-ARP. Alors,
CLILAC, ARP. Merci. Alors, merci à tous les quatre d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Donc, je propose 3 grands axes à traiter selon votre domaine. Premier axe, quels sont les changements dans les objets de savoir, par exemple dans la traduction automatique neuronale ou dans le traitement automatique de la langue, dans l'apprentissage de la linguistique de corpus. Donc voilà pour les questions de linguistique de corpus. Quels sont les changements, deuxième axe, dans l'apprentissage à l'heure du numérique, une question plus générale sur les apprentissages. Et enfin, quels sont les changements pour la formation des enseignants, notamment en termes de collaboration. Alors Catherine Loisy, vous allez nous parler des changements dans l'enseignement-apprentissage à l'heure du numérique et des changements pour la formation des enseignants, notamment en termes de collaboration. Nous vous écoutons. Bien, je vous remercie. D'abord, je voudrais dire un petit mot comme quoi la question du numérique transforme, bien sûr, enfin en tout cas se déploie dans l'enseignement supérieur, mais en même temps que d'autres mouvements qui affectent d'ailleurs l'enseignement supérieur, l'éducation, la société. En particulier une compréhension plus fine des processus d'apprentissage grâce aux travaux de psychologie au cours du XXe siècle. Donc là, on est passé, on va dire, d'un questionnement sur comment enseigner à comment apprendre, comment faire apprendre, ou plus généralement, comment permettre une appropriation durable et dynamique des savoirs, comme le dit notamment Nicole Poteau pour l'enseignement supérieur, justement, même si cette question de l'apprentissage ne touche pas forcément tout le monde. On a vu ce matin que les statistiques étaient pas forcément très bonnes sur le numérique. Je pense que la pédagogie, c'est compliqué dans l'enseignement supérieur, tout le monde n'est pas formé. Le deuxième point qui me semble concomitant, c'est... Donc je continue quand même, de développement tout au long de la vie, qui n'est pas une idée absolument nouvelle, mais qui a fait son chemin, on va dire. Au départ, les premiers travaux sur le développement, quand on pense aux travaux de Piaget, c'était jusqu'à l'adolescence, puis après on estimait que les structures mentales étaient développées et qu'il n'y aurait plus de développement. Et aujourd'hui, on est sur d'autres approches. En particulier, on considère que l'adulte continue à se développer, donc a priori l'étudiant, développer la puissance d'agir, comme le dirait Pierre Roche, l'intellectualisation du rapport au monde, dirait Frédéric Saussé. Et puis, donc cela incite, et vous allez tout de suite voir à quoi je fais référence, à penser qu'il faut outiller le jeune, l'étudiant, pour qu'il continue à apprendre. Alors là, c'est l'injonction à l'auto-apprentissage, qui peut être soumise à certaines critiques sociologiques, bien entendu. On observe aussi un engouement croissant pour l'apprentissage en situation de travail, donc qui découle en quelque sorte du premier, donc l'idée qu'on se développe tout au long de la vie. Donc du coup, il faut que les professionnels continuent d'apprendre et se développer dans leur milieu de travail. Et il y a à la fois bon, cette injonction, on va dire, sociétale, et puis il y a en même temps un engouement de la recherche pour cette question, avec l'idée donc qu'il faut qu'il y ait une prise en charge, alors ça c'est le risque social, hein, il y a une prise en charge du professionnel de sa propre formation, en termes par exemple, pour rester employable, employabilité. Et puis ça amène aussi des courants de réflexion dans l'action et sur l'action, le courant de la réflexivité qui s'est bien développé aussi parce que voilà, la réflexivité favorise ces apprentissages et ce potentiel développement. Un autre changement, c'est l'évolution du jeune qui construit plus tard son projet professionnel. Quand il arrive à l'université, il n'est pas, en fait, contrairement à ce qui se passait dans les générations antérieures, il n'est pas tout à fait prêt. Il n'est pas tout à fait prêt. Et même quand on lit les travaux de Salikas, c'est le projet professionnel et personnel se construit aujourd'hui tout au long de la vie. Donc, des changements importants. Ensuite, l'intersubjectivité. Donc là, c'est les travaux de Vygotsky qui ont bien diffusé dans l'éducation, avec la thèse de l'antériorité des dimensions sociales sur les dimensions individuelles. Donc on l'a vu ce matin dans les interventions, hein, il y a souvent des interactions sociales dont on pense qu'elles vont peut-être provoquer des apprentissages d'un développement, c'est-à-dire un processus individuel de transformation. Et puis la dimension collective dans le travail, qui est à la fois une injonction des institutions,
mais qui est liée aussi dans les métiers. Alors là, je sors de l'éducation parce que c'est autre chose. Elle est liée à la complexité des tâches, par exemple dans la conception en particulier des environnements, par exemple numériques ou des outils informatiques, le management, dans l'architecture. Ce sont des domaines dans lesquels les plateformes collaboratives se développent parce que le travail a changé et qu'on ne peut plus être architecte, par exemple, comme on l'était autrefois, c'est-à-dire travailler tout seul. Il faut engager une réflexion sur la coordination de différents corps de métier. Donc cette dimension collaborative, on peut l'apercevoir, on va dire, comme une injonction, en particulier dans l'enseignement supérieur, mais elle existe aussi bel et bien dans les métiers auxquels on forme les jeunes. Alors, je dirais rapidement, après qu'on a, moi je me suis intéressée aux environnements partagés entre enseignants et étudiants. Alors un exemple, c'est la recherche d'EFSUP, que j'ai pilotée, qui était financée par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc ici, on a une équipe d'enseignants qui est engagée autour d'une tâche qui est de concevoir un programme de formation pour une formation totalement nouvelle, qui n'existait pas en France à l'époque, l'architecture de l'information. Donc ce n'est pas des débutants en informatique, c'est pas pour ça, ils n'ont pas de problème. Sauf que aucun d'eux n'a utilisé le numérique. Oula, pour les deux, d'accord. Aucun d'eux n'a utilisé le numérique dans ses activités pédagogiques. Donc on a plein d'outils, billets de blog, outils d'écriture, je vais aller très vite, plus la co-conception d'une application pour partager les cours entre enseignants et avec les étudiants. Et évidemment, cette application numérique sert à favoriser le travail collaboratif. Alors du point de vue des étudiants, ce que l'on observe, c'est que effectivement, il y a construction de connaissances parce qu'il y a des activités sociales signifiantes, c'est l'analyse qu'on peut en faire, qui soutiennent l'appropriation des savoirs, c'est-à-dire que ces interactions, elles ont du sens, elles sont autour de tâches définies, avec des objectifs définis. Il y a une volonté d'engager les étudiants, il y a pratiquement une injonction à l'engagement. Alors du coup, ça va un petit peu à contre-courant de ce qui était dit ce matin, il ne faut pas trop donner d'injonction. Ben, si, là, c'était attendu. Des activités de reformulation des cours, en particulier, des connaissances qui se construisent à partir des savoirs transmis, et puis la collaboration entre étudiants qui est à la fois imposée parce que nous, l'équipe de recherche, on l'induit par l'idée qu'il va y avoir cette intersubjectivité, mais aussi parce que dans le métier d'architecte de l'information, c'est aussi un métier où il faut collaborer, c'est aussi en lien avec le métier. Alors, bon, je passe sur la suite, parce que je voudrais parler un tout petit peu du développement. Donc nous avons étudié, je vais passer très vite, je ne vais pas du tout donner les fondements théoriques, mais en nous appuyant sur le modèle de TIPAC de Keller et Mishra, nous avons étudié si dans notre projet, les enseignants avaient développé des compétences technopédagogiques, donc avec une petite méthodologie, mais les publier, elle peut se retrouver facilement. Et nous avons pu montrer qu'effectivement, il y avait pour les enseignants une expérience signifiante des usages du numérique, puisqu'ils étaient capables de dire après, on a compris qu'on pouvait travailler ensemble avec le numérique, qu'on pouvait construire quelque chose ensemble, que nos étudiants pouvaient apprendre. On a vu également comment les enseignants s'appropriaient nos cours. Par exemple, des difficultés qui parfois peuvent échapper à l'enseignant dans le processus de transmission et qui apparaissent beaucoup plus évidentes quand l'étudiant doit reformuler les connaissances qu'il a pu construire ou non avec le cours. Alors, la qualité des compétences construites par les enseignants, on l'a évaluée à partir d'une certaine flexibilité, savoir utiliser les outils numériques pour certaines activités, pas forcément pour d'autres, et les utiliser de manière à la fois flexible et intelligente. Et puis, ce que j'ai pu dégager après en analyse secondaire, c'est que dans les recherches que j'avais menées jusque-là, y compris d'ailleurs avec des enseignants du niveau scolaire qui, eux, pour le coup, n'avaient aucune compétence numérique au départ, c'est qu'il y avait toujours des conceptions d'un objet à concevoir, donc à une conceptualisation d'une notion. Ici, en l'occurrence, c'est la pédagogie active dans le projet d'EFSUP. Dans l'autre projet, c'était l'orientation active, que cette conceptualisation qu'on amenait, elle était imbriquée dans des usages du numérique, et que, partant, il y avait à la fois un double développement, une sorte d'instrumentation sur les outils, et en même temps,
une meilleure conceptualisation d'un objet mis au travail. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas faire la dernière. Merci Catherine Loisy. Donc, Éric Bruyard, selon vous, quels sont les changements dans l'enseignement-apprentissage à l'heure du numérique? Je vais trouver votre présentation. En fait, comme on avait parlé de la langue, j'ai préféré montrer des images. Voilà. Et je voulais vous montrer les images qui sont associées au mot. Donc j'ai pris cet exemple-là. Là, le premier exemple, c'est Google Images, c'était livre ancien. Voilà, vous voyez l'image. Deuxième image, c'est Internet des objets. Internet of Things, je l'ai peut-être mis en anglais. Alors si vous regardez bien la différence, elle saute bien aux yeux, c'est un changement de couleur. En gros, on résume les changements de support de savoir par un simple changement de couleur. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on se dit, tiens, en parallèle, ceux qui connaissent les travaux de Pastoureau, la couleur préférée des Européens a changé au cours du temps. Au Moyen-Âge, c'était le rouge. Maintenant, les Européens préfèrent le bleu. Et finalement, on a dans les supports le même transfert de couleurs. La question qui se pose au niveau des savoirs, c'est qu'est-ce que j'ai fait là? Je vous montre des images, est-ce que c'est du savoir? C'est quoi la méthode qui est derrière? Qu'est-ce que je vous montre exactement? En gros, voilà, c'est des murs d'images qui ont été générés par Google Images. Google ne va pas maîtriser tout cela. L'algorithme qui fonctionne derrière, on ne le connaît pas, on ne le connaît plus, parce que bien sûr, il ne va pas montrer tout ça. Il y a une décomposition, il y a une sélection qui est opérée par Google, et on refait une projection sur un ensemble. Et on en déduit quelque chose qui est finalement un changement. Voilà, c'est une opération un peu nouvelle, c'est une forme de pensée un peu nouvelle. Est-ce que c'est finalement des représentations sociales que l'on voit grâce à ça? Est-ce qu'on voit les tendances que les gens font pour faire passer un certain nombre de choses? En tout cas, voilà, ce que je voulais juste vous montrer là-dessus, c'est que ces instruments sont tout à fait nouveaux et nous offrent des choses tout à fait nouvelles à voir. Comprendre derrière comment ça fonctionne, avoir les raisonnements un peu bien qui fonctionnent là-dessus, ça reste un petit peu compliqué. Voilà, c'est de la pensée informatique peut-être, enfin c'est des choses à réfléchir. Alors, je vais juste vous montrer autre chose. Alors, je suis passé en bleu, hein, je viens de finir un rapport UNESCO qui a été déposé dans la dernière version il y a une semaine. Voilà, je vous montre le flyer qu'on a fait dessus. Alors, juste le flyer vous donne une indication. En gros, c'est une étude sur les manuels numériques et les ressources éducatives numériques. Voilà, alors là, sur tous les niveaux, toutes les disciplines et partout dans le monde. Ce qu'on a voulu mettre dans le flyer, c'est l'idée, voilà, l'éducation, c'est d'abord le geste, hein, c'est le crayon. Le fait qu'après, on a fait une timeline, c'est-à-dire une chronologie. Le livre, le papier, le livre a toujours été une technologie qui a évolué au cours des siècles. Après, on change de technologie, on voit quelque part, voilà, ce mélange. Et en gros, ce que font les gens, c'est beaucoup d'hybridation. Hein. Je veux dire, ils ont du papier toujours, ils sont dans l'ordinateur, du téléphone, etc., etc. Il y a ce mélange. Là, c'est la formation enseignant en Inde. Il fallait aussi montrer d'autres pays, et pas que des blancs, hein, derrière tout ça. Voilà. On a tout un tas d'éléments derrière sur des études de cas. Et il y a un rapport très important sur l'intelligence artificielle. Et en gros, les questions d'utilisation et de rapport qu'on peut avoir avec cette intelligence dite artificielle qui peut être là pour remplacer les humains, les déprofessionnaliser, etc., etc. Et le contrôle qu'on peut exercer sur ce qu'ils produisent est tout à fait important. Voilà, donc je vous engage à regarder tout ça. J'ai des flyers ici et vous pouvez télécharger, bien sûr, c'est libre. Après, juste, j'avais 2 points à souligner, parce que je vais aller assez vite, sur le numérique. On voit beaucoup la distance, il faut regarder les éléments qui sont liés à la distance, mais il y a aussi une technologie qui est beaucoup plus que la distance, qui offre des services. Quand on regarde l'histoire de l'enseignement à distance, il y a 3 points très importants à regarder. C'est que l'enseignement à distance a toujours évolué en même temps que les technologies qui maîtrisaient la distance. L'ancêtre de l'enseignement à distance, c'est le timbre-poste. Hein. Dès que vous avez, il faut une infrastructure fiable pour faire la gestion de cette distance. Et après, dès que vous avez changé d'infrastructure, bah, vous changez. Et l'enseignement à distance a toujours été très friand de ça. Et maintenant, bien sûr, c'est Internet qui domine, qui offre énormément de choses. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle les technologies du savoir. Quelles sont les technologies légitimes pour diffuser et enseigner le savoir? Pendant très longtemps, ça a été le livre, le papier, l'objet, le langage. Est-ce qu'on est toujours là-dessus? Est-ce que c'est la seule technologie? Est-ce que c'est la seule chose légitime pour transcrire le savoir? Il est transcrit, hein,
il est en dehors de nos têtes, il doit être écrit ailleurs, il doit être diffusable, partageable. Quelles sont les technologies légitimes pour effectuer ce partage? Et c'est en train de bouger. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que l'ancêtre de l'enseignement à distance, c'était une méthode de scénographie, parce qu'on n'avait pas de moyen d'enregistrer automatiquement la voix humaine, c'était un moyen justement pratique pour enregistrer la voix humaine par l'écrit. Alors que ce qui compte toujours dans le système politique, hein, c'est le prononcer. C'est ce que les gens disent qui est important. Mais il n'y avait pas de moyen d'enregistrement si c'est des techniques comme ça. Et ce qui fait science maintenant peut énormément bouger. L'informatique, pour moi, c'est d'avoir une technologie d'écriture. Et cette technologie d'écriture, elle offre des choses tout à fait nouvelles. Elle a des changements fondamentaux dans les savoirs. Et derrière ça, sont les pratiques sociales, bien sûr. Tout ça ne marche aussi, les pratiques sociales légitiment ces formes de distance, ces formes nouvelles d'acquisition du savoir. Après, moi, je soulignerais 3 points dans tout ce qu'on fait lié à la langue. Ah, je vais changer. Le premier point, alors ça m'était dit il y a quelques années, effectivement, c'est l'apprentissage des langues. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, les gens disaient, si vous allez dans un pays étranger, vous passez 1 mois, 2 mois, puis vous revenez, vous avez appris pas mal de choses dans la langue. Ils nous disent que ça ne marche plus, et ça ne marche plus à cause des réseaux sociaux. Parce que quand les gens vont dans un pays étranger, ils gardent tous les contacts qu'ils ont dans leur propre langue et avec leur propre famille, leurs propres amis. Ce qui fait que ça rend cette idée assez simple d'immersion de moins en moins fonctionnelle. La deuxième truc, j'ai beaucoup travaillé alors, sur ce qu'on appelle des résolveurs. Alors j'ai travaillé en maths, dans d'autres disciplines. En sciences, c'est assez facile. Hein. Vous savez que les machines vont calculer de manière automatique, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que dès que vous avez des machines qui font complètement une tâche, on peut se poser la question de l'intérêt pour les humains de l'apprendre. Pourquoi apprendre des choses que font complètement les machines? Mais ce qui se passe dans la vie quotidienne, c'est qu'il y a des tonnes de choses que les machines ne font qu'incomplètement. On est entouré de résolveurs incomplets. La plupart du temps, les gens se disent que comme le résolveur est incomplet, il ne faut surtout pas l'utiliser. C'est très mauvais. C'est une remarque qu'on a regardée dans toutes les époques, c'est toujours la même chose. Hein. On ne doit pas utiliser de calculatrice parce que c'est sûr. On doit remplacer, on ne va pas utiliser la plume de fer, la plume d'oie, ça permet une meilleure écriture, etc., etc. On est sans arrêt sur l'idée que les technologies qui ne sont pas complètes deviennent dangereuses parce qu'elles produisent des choses mauvaises et les mauvais élèves les utilisent mal. Et les enquêtes que j'avais faites il y a quelques années sur les mathématiques, c'est que sur les calculatrices, tout bêtement, ce raisonnement conduit à ne pas apprendre aux élèves à utiliser convenablement leur calculatrice. Comme ils n'utilisent pas convenablement, bien évidemment, ça renforce l'idée que ça détruit l'apprentissage. Je pense que c'est le contraire qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il faut apprendre avec ces instruments incomplets. Et il y a des défis fondamentaux. Comment on apprend avec les traducteurs actuels? Moi, je ne peux plus me passer d'un traducteur en anglais, c'est pas possible. Je ne maîtrise pas suffisamment. Donc il y a toujours plein de petits mots, et c'est extrêmement, là ça me permet, pour le rapport UNESCO qui était en anglais, je veux dire, je n'aurais pas pu travailler sans ça. Bien sûr, ils font plein de corrections derrière, mais sur la communication de base, c'est très important. Et je pense que le travail de tout le monde, après traducteurs ou d'autres, les personnes qui ne sont pas des spécialistes de la langue, bah, ils ont besoin de savoir comment on travaille avec ces instruments incomplets. Et ça, pour l'instant, on n'a jamais, vraiment, on ne s'est pas préoccupé de ça sérieusement, dans tous les enseignements, que ce soit les enseignements scolaires, la formation d'enseignants ou ailleurs. Et ce qu'on a pu voir d'ailleurs assez rapidement avec ces objets-là, alors ça remonte à une quinzaine d'années avec un outil qui s'appelait Perseus, qui était sur, en gros, qui avait toute la statuaire, qui avait les vases grecs, qui avait des traductions des textes grecs en 5 langues. Et la personne qui faisait ça disait que finalement c'est très important parce qu'on peut changer le curriculum. On va accéder à la civilisation, à la culture, avant d'avoir la nécessité de maîtriser la langue. En gros, ces instruments vous permettent de changer l'ordre des choses dans les curricula. Ça vous donne des ouvertures, des changements assez profonds dans la manière dont on peut enseigner les choses. Le problème, c'est que si on fait ça, il faut tout revoir. Et ça prend énormément de temps. Et ça, c'est valable en langue, mais c'est valable dans toutes les disciplines. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que comme c'est long, pour l'instant, on a beaucoup de mal à le faire, malheureusement. C'est-à-dire qu'on reste sur ces résolveurs incomplets qui sont mal utilisés. Voilà. Il y a un enjeu, à mon avis, un défi formidable. Merci beaucoup, Éric Bruyard. Alors, nous allons vous écouter, Alex Boulton, sur les changements dans les objets de savoir dans l'apprentissage de la linguistique de corpus. C'est à vous. Tout va bien ou pas? Ouais, très bien. Ben, bonjour, merci beaucoup d'être là, malgré tout ce que vous savez. Je vais vous parler un petit peu de ce qui m'intéresse moi personnellement, c'est le Data-Driven Learning. Qu'est-ce que ça veut dire Data-Driven Learning? Ok. Qu'est-ce que le Data-Driven Learning?
pour les anglicistes, on a ça d'être transparent, on avait glosé par apprentissage sur corpus, défini par Tim Jones dans l'année 1990 comme la tentative de réduire le rôle de l'intermédiaire, c'est-à-dire l'enseignant de langue, autant que faire se peut, afin de donner à l'apprenant un accès direct aux données langagières. Next. Oui. Voilà, donc l'objectif pour lui, c'était d'encourager les étudiants à explorer eux-mêmes les régularités, afin qu'ils puissent développer la compétence, la capacité à trouver des solutions eux-mêmes. Et tout ça à partir des outils de corpus. Alors, à quoi ça ressemblait dans les années 90? Un peu à ça. Donc, si on passe à l'écran suivant tout de suite, j'ai recopié pour que ce soit un peu plus lisible, du moins je l'espère. Donc c'est un exemple. Lui, il a extrait les données du corpus. Pour donner, donc dans le premier groupe de 8 lignes, vous avez that au milieu, à gauche vous avez recommend, suggest, propose, qu'est-ce qu'il lit, ces trois verbes ou parfois les noms, et puis à droite, ce qu'il devait trouver, c'est qu'il y a toujours le verbe, c'est avec should. Et ensuite, le deuxième groupe de 8 lignes, même chose, that au milieu, propose, suggest, recommend à gauche, mais à droite, il y a la forme de base du verbe. Par exemple, Harvard create, et pas creates. Donc c'est un vestige du subjonctif en anglais. Suivant. Donc ça, eux qui explorent eux-mêmes se contrastent avec l'enseignant qui donne une règle. Alors si on consulte un manuel d'usage, comme l'excellent Practical English Usage de Michael Swan, et c'est assez indigeste. Un étudiant qui explore et qui trouve lui-même, mais même s'il ne peut pas forcément vocaliser ça, ça peut être une autre façon de procéder pour certains étudiants. Ensuite, donc je reviens sur notre définition initiale de Tim Jones pour donner un accès direct aux données langagières. Mais qu'est-ce que ça veut dire donner un accès direct aux données langagières? Alors justement, dans les fin dernier siècle, quand il y avait les débuts de Page-Driven Learning, où est-ce qu'on pouvait avoir accès aux données langagières? En cours, avec son enseignant, son manuel, dans un centre de ressources en langue, éventuellement dans un séjour linguistique. Donc l'accès, la question c'était où? Aujourd'hui, enfin plus récemment, suivant, la question ce n'est pas où, parce que c'est partout. C'est forcément à distance et autour de nous. Nous avons affaire, personne n'aime l'expression digital natives, mais nos étudiants aujourd'hui sont à l'aise avec l'informatique comme ils n'étaient pas il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc ça, c'est une réalité. Ils sont équipés, ils n'ont pas besoin d'une salle informatique, ils ont leur téléphone portable, leur tablette, Il faut absolument qu'on travaille là-dessus, parce que sinon, ça reste enfermé dans la salle informatique. Et aussi, ils sont tout en ligne. Donc tout ça se fait nécessairement, par définition, c'est tout à fait aussi possible à distance qu'en salle de cours. Autre question, peut-être un peu iconoclaste pour certaines personnes, pourquoi travailler sur corpus quand on fait de l'apprentissage sur corpus? Donc, qu'est-ce qu'un corpus? Il y a les définitions de linguistique de corpus, collection de textes authentiques, électroniques, échantillonnés pour être représentatifs, etc. Ça, c'est pour la linguistique de corpus. À des fins pédagogiques, ce qui nous intéresse, ce sont les processus. Ce n'est pas l'objet corpus, c'est la procédure de découverte. Les outils et les techniques linguistiques de corpus. Même Google, qui n'est pas un concordncier, et le web qui n'est pas un corpus, mais on a affaire à un logiciel qui peut interroger une grande masse de textes. Un étudiant qui cherche un synonyme pour important, par exemple, pour play an important role, et qui utilise important tout le temps, j'ai beau lui dire, chercher un synonyme, mais quel synonyme dans ce contexte-là? Donc là, avec Google, en mettant entre guillemets, on trouve des résultats comme, par exemple, play a key role, play a critical role, play a major role, plein de choses qui voient en contexte. Ce n'est pas la réponse à sa question, quel mot dois-je utiliser, ça donne des idées qu'on ne trouverait pas forcément ailleurs. Ensuite, Lingui non plus, ce n'est pas un corpus, ce n'est pas un concordncier, mais c'est une base de données de texte dans deux langues, enfin les différentes paires de langues, qui est disponible aussi sur son téléphone portable. Ça, c'est utile pour les étudiants. Ils le font déjà. Quand je pose la question aux étudiants en première année, qui c'est qui connaît Lingui? Il y a peut-être la moitié qui connaît déjà. C'est pas mal. On peut exploiter ça à nos fins. Il n'y a pas forcément les réponses, mais on peut le faire un peu. Ensuite, même quelque chose qui n'est vraiment pas un corpus, un seul texte. Si vous lisez un texte, il y a un mot qui retient votre attention, vous avez juste une occurrence. Mais simplement avec CTRL-F, on cherche dans un document, on voit plusieurs occurrences dans le même texte. Là, c'est fanfiction, script de The Hobbit. Voilà. Burglar, qu'est-ce que c'est qu'un burglar? On voit toutes les occurrences dans ce texte, dans ce contexte du film. Ensuite, pareil pour ceux qui sont un petit peu peut-être plus à l'aise avec
les corpus, des outils de corpus. On lit Alice au Pays des Merveilles, la première page, ensuite on voit le mot hurried, en but, on ne sait pas ce que ça veut dire. On peut aller vers un dictionnaire, ou bien on peut aller vers, si on a le texte en version textée, en ligne tout à fait légalement, on met dans un concordancier comme Hancock. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? En tant qu'enseignant, ce qu'on peut faire, c'est se créer une liste de mots par fréquence. On voit quels sont les mots fréquents dans ce texte-là qui méritent peut-être attention. Donc là, effectivement, en l'occurrence, on voit qu'il y a hurry et hurried, il y a 11 occurrences de chaque mot dans ce petit texte, c'est un petit roman, c'est pas très long, je ne me souviens plus du nom du mot en tout, 2500 à peu près, c'est un petit roman. Et donc, en cliquant dessus, on peut voir que dans le contexte hurried, il y a presque toujours une particule qui suit, dans ce texte-là, et ensuite, hurry, on voit que presque toujours, si on trie à gauche, c'est presque toujours in a hurry, ou un cadre qui ressemble à ça. Si un camp, c'est un peu au-delà de ce que vous pouvez faire ou les étudiants peuvent faire, et d'autres outils plus simples encore, comme par exemple word and phrase. Donc là, pareil, j'ai copié le premier chapitre de Alice au Pays des Merveilles, on met dedans, et puis là, vous voyez l'écran là, en couleur, en bleu, ce sont les mots qui font partie des 500 mots les plus fréquents en anglais. Des prépositions, des choses comme ça, des mots qu'ils connaissent bien. Ensuite, en vert, les 500 mots suivants, etc. Donc ça donne une idée de la difficulté, de la complexité du texte. En dessous, en cliquant sur le mot, on voit justement une définition, on voit les collocations. À gauche, on peut voir les synonymes. On voit la distribution, c'est beaucoup plus fréquent dans la littérature que dans d'autres registres. Il y a aussi des concordances, mais qui viennent du corpus et pas du texte. Et c'est un seul outil, une seule interface, tout à fait gratuite. Pourquoi on ne se sert pas? Ensuite, je ne sais pas comment ça va pour le temps, oh j'ai 10 secondes, super. Un corpus, normalement, ce sont des textes authentiques, mais les procédures de découverte, on peut très bien faire ça aussi, même avec des romans simplifiés. Je sais que c'est un peu hérétique pour certains. Ensuite, moi je me sers des corpus assez souvent pour la correction des travaux de mes étudiants quand ils écrivent en anglais. Donc plutôt que de donner la réponse, je fais une requête sur corpus qui crée un lien que je peux communiquer à l'étudiant qui, même sans compte, peut cliquer dessus et voir pour moi la question, la requête que j'ai formulée et les réponses. Là, c'est avec ça, et ça peut se faire aussi très bien sur son téléphone portable. Et juste pour donner un exemple très rapidement, the reason of, écrit l'étudiant, pourquoi pas la raison de. Mais là, l'étudiant voit ma requête, the reason, et puis asterisk, il y a n'importe quel mot. Donc la question c'est quel mot suit souvent the reason. Et puis l'étudiant voit aussi, sans avoir à faire la requête lui-même, the reason for, the reason why, donc une belle courbe zipfienne. Là, il n'y a pas la réponse, c'est à l'étudiant de réfléchir, donc on a toujours besoin d'être impliqué dans le processus, sinon on n'apprend pas. Alors l'enseignant qui donne la réponse, de toute façon l'étudiant ne réfléchit pas. Autre critique qu'on peut formuler parfois vis-à-vis du Data-Driven Learning, c'est que ça fonctionne sur l'écrit, mais pourquoi pas sur l'oral? Donc un exemple, si vous connaissez les conférences TED, en anglais. Donc là, il y a Yuichiri Hasebe qui a créé un site web, donc merci à Gaston pour l'astuce. Si on tape And by the way, et puis on voit les concordances avec cette expression-là. Puis si on clique sur une ligne, ensuite ça amène directement à la vidéo au bon endroit. Donc ça c'est très utile, donc on peut écouter les unes après les autres les différentes occurrences. C'est pas dur, pourquoi on n'y avait pas pensé? D'autres propositions, donc ça vient de Fanny Monnier, enfin c'est pas elle qui l'a écrit, mais qui l'a trouvé, qui m'a donné l'idée. Youglish, donc English sur YouTube. Donc si on formule une requête, il va chercher dans les vidéos sous-titrées qu'il a réussi à récupérer sur YouTube, et puis là pareil, on peut écouter toutes les expressions, des choses qu'on trouverait, what the hell, c'est son exemple à elle, à Fanny Monnier, on ne verrait pas ça forcément dans un manuel. Ou encore un peu les mêmes choses, mais là cette fois ça s'appelle Play Phrase Me, donc ça vient des films et des séries télévisées. Pareil, on clique, on formule la requête, et puis ça amène, donc là si vous reconnaissez peut-être les personnages, et tout ça, mais ce sont des choses qui sont un peu différentes du Data-Driven Learning depuis ses débuts. Donc, quelques pistes de réflexion pour moi à la fin. Les ressources ont changé, le monde a changé, les pratiques ont changé, il faut qu'on change avec. Il ne faut pas qu'on reste cloisonné dans la théorie d'une pratique comme Data-Driven Learning, c'est comme ça qu'a conçu Tim Jones, il faut qu'on fasse comme lui. Non, on peut changer, on peut penser à autre chose. Dans le temps, les étudiants n'avaient pas l'habitude des ordinateurs, il fallait qu'on les forme.
Aujourd'hui, ils connaissent ça. C'est à nous de nous former vers leur pratique à eux. Les définitions de corpus peuvent changer. Qu'est-ce qu'un concordancier? On s'en fiche de ce que c'est en linguistique de corpus quand on est dans un contexte pédagogique. Ce qui est intéressant, c'est pour eux, nous sommes justement au service des apprenants. Eux, ils ne sont pas au service de la linguistique de corpus. Donc il faut vraiment qu'on soit ouvert au maximum. Donc présentiel, distanciel, est-ce qu'il y a vraiment une grande différence? Je pense que c'est utile quand on peut intégrer, je presque fini là, ce qu'eux ils font naturellement. Les machines des apprenants, pas faire ça juste dans un centre de ressources en langue, mais ailleurs, ils sont équipés, ils peuvent continuer après les cours et après la fin de la formation. Mobile, user-friendly pour l'apprentissage. Alors si c'est le genre de choses qui peut vous intéresser, il y a plein de manuels d'ouvrages qui existent, qui expliquent ça, mais mieux encore, si je peux juste faire un peu de pub, il y a les colloques Teaching and Language Corpora, qui était déjà en France à Paris en 2007, organisé par Nathalie Hubler, 2006 pardon, et en 2020, l'année prochaine, à Perpignan, organisé par Harry Time. Voilà, donc il y a plein de choses, et tout simplement, on peut juste, c'est le dernier écran, plutôt que de s'informer, juste jouer avec, faire. Voilà. Merci. Merci pour cette présentation qui laisse vraiment rêver en termes de didactique. Bon. Alors, Nathalie Hubler.